OK. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous pour ce cycle de conférences sur le panafricanisme que nous avons lancé avec Umaja. Je m'appelle Melik Özden, je suis directeur de ce team. Je veux dire deux mots d'introduction avant de passer la parole à notre ami Panakode qui va modérer donc, cette conférence. Comme j'ai déjà parlé de la collection Pensée d'hier pour demain du CETIM, je vais rapidement vous présenter le CETIM, ce que c'est pour ceux et celles qui ne connaissent pas. Il n'y a pas un monde développé, un monde sous-développé, mais un seul monde mal développé. Cette conviction a présidé à la fondation du CETIM à Genève en 1970 en tant que centre d'études, de recherche et d'information sur le mécanisme à l'origine du mal-développement. Le CETIM dispose également d'un statut consultatif auprès de l'ONU qui lui permet d'intervenir au sein de cette instance. Dans ce cadre, le CETIM mène, entre autres, un travail de plaidoyer auprès de l'ONU sur trois dossiers cruciaux. Les droits des paysans, la responsabilité des sociétés transnationales en matière de droits humains et le droit au développement. Le CETIM accompagne les mouvements sociaux et relaie leurs revendications dans cette enceinte. Lors de ce cycle de vidéoconférences que nous avons lancé il y a 2 semaines, notre ami Hamzat Boukari Yabara avait présenté Cheikh Anta Diop. Ce soir, il nous parlera d'Amilcar Cabral, dirigeant historique du mouvement pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert. Le CETIM a publié un petit livre sur Amilcar Cabral dans sa collection Pensée d'hier pour demain, lancée par les éditions du CETIM en 2013. Sa première série est consacrée à l'Afrique et aux Caraïbes. Elle comporte aujourd'hui 14 publications. Je profite pour vous annoncer que le 16 mars, Hamzat nous parlera de Patrice Lumumba, héros de l'indépendance congolaise, et le 27 avril de Kwame Nkrumah, dirigeant de la lutte du Ghana vers l'indépendance et combattant infatigable pour l'unité africaine. Comme je disais au début, cette conférence sera animée par Panakode de Umaja. Je laisse donc la parole à Panakode et merci à Hamzat d'être avec nous. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, Melik. Bonsoir à tous, bonsoir, bonjour, suivant où vous vous trouvez. Bonsoir, professeur Hamzat Boukari. Je me présente, je suis Van Godé, je suis un membre de la Ligue panafricaine Umoja et j'aurai l'honneur ce soir de modérer, en tout cas l'immense honneur de modérer avec le professeur Hamzat cette conférence dédiée à Amilcar Cabral. Bien avant de passer la parole, je vais faire quelques rappels. Lorsque vous n'avez pas la parole, je vous prierai de vraiment couper votre micro pour qu'on puisse ensemble profiter, en tout cas, de la qualité de cette conférence-là. Avant d'entamer, je vais présenter également la Ligue panafricaine Umoja, très brièvement, qui est aussi à l'initiative de ce cycle de conférences. La Ligue panafricaine Umoja est une organisation internationale dont l'objet, en tout cas, est la promotion du panafricanisme. Le but affiché en dernier ressort est vraiment de réaliser la renaissance africaine et les États-Unis d'Afrique. Bienvenue à cette conférence encore une fois. Je me permets de remercier notre hôte qui est le CETIM, dont le directeur, M. Melik Özden, vient de vous entretenir sur cette organisation. Je vais donc remercier le public et passer la parole au docteur Hamzat Boukari afin qu'il puisse se présenter et présenter aussi son actualité. Oui, merci, merci beaucoup Vanou Godé, merci beaucoup au CETIM, à Melik Özden et à toute l'équipe.
pour encore une fois le remarquable travail éditorial que vous avez fait autour des figures que nous essayons de remettre au cœur des luttes contemporaines et au cœur de l'historiographie. Donc, je suis moi-même historien, j'ai écrit un livre, Africa Unite, une histoire du panafricanisme. J'ai préfacé dans la collection le livre sur Kwame Nkrumah, donc, qui est le champion du panafricanisme. Et donc, je m'inscris vraiment dans ce courant à la fois intellectuel, militant et politique, ce qui me fait être également le président de la Ligue panafricaine Umoja. Je travaille aussi sur les questions néocoloniales. J'ai également coécrit et co-dirigé le livre L'Empire qui ne veut pas mourir, une histoire de la France-Afrique. Et j'essaye un peu de lier tous ces enjeux aux luttes actuelles pour voir dans quelle mesure on peut proposer vraiment des perspectives dans la longue durée, parce qu'il y a effectivement des urgences, mais si on n'a pas de vision suffisamment longue dans le temps, à la fois dans le passé et dans le présent, on risque, je dirais, de sauter des étapes. Et c'est en ça que les figures qui sont présentes dans cette collection ont tous cette particularité d'avoir une pensée à la fois très riche et en même temps très synthétique. Et encore une fois, la collection Pensée d'hier pour demain, elle a justement le mérite, en 96 pages, de résumer la pensée de figures aussi grandes que celle d'Amilcar Cabral, de Cheikh Anta Diop, dont on a parlé il y a 2 semaines, de Patrice Lumumba, dont on parlera le 16 mars, de Kwame Nkrumah le 27 avril, mais on aurait pu aussi citer Thomas Sankara, Ruben Onyobe, Frantz Fanon et bien d'autres. Merci beaucoup. D'ailleurs, vous avez préfacé un livre qui a été présenté en entame de l'émission, un petit livre vert, voilà, qui s'affiche en ce moment à l'écran, hein. Voilà. Amilcar Cabral, ne faites pas croire à des victoires faciles. Absolument, absolument. Alors, juste un petit mot, c'est un livre d'une jeune maison d'édition qui s'appelle Les Premiers Matins de Novembre, dont le titre Premier Matin de Novembre fait tout simplement référence à la révolution algérienne, 1er novembre 1954, et qui s'attache justement à mettre en avant un certain nombre de figures qui ont théorisé ou pratiqué la révolution. Voilà, donc j'ai eu l'occasion de préfacer le deuxième ouvrage de cette collection, et le troisième ouvrage sort dans quelques jours dans cette même collection. Parfait, excellent, excellent. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, vous donnez en tout cas cette conférence autour de Amilcar Cabral, sachant qu'il y a bien d'autres illustres panafricanistes qui sont à célébrer en cette période. Pourquoi avoir ouvert en tout cas le calendrier Africa Umoja par le personnage de Cabral? Est-ce qu'il y a une raison particulière à cette position-là au sein de la Ligue panafricaine Umoja? Alors oui, il y a plusieurs raisons qui font qu'il est vraiment nécessaire de parler de Cabral. Déjà, il y a une ouverture commémorative qui est là, c'est-à-dire qu'en 2023, nous commémorons le cinquantenaire de l'assassinat d'Amilcar Cabral, qui a été assassiné le 20 janvier 1973 à Conakry, en République de Guinée. Et l'année prochaine, 2024, nous commémorons le centenaire de sa naissance. Il est né le 12 septembre 1924. Et donc, on a 2 années quasi pleines qui s'ouvrent autour de la figure de Cabral, qui est assez méconnue dans l'espace francophone, ou même dans l'espace militant de manière générale, alors qu'il a produit une pensée qui est extrêmement riche et concrète. C'est vraiment une figure qui est dans le pratico-pratique, dans le concret. Et tout à l'heure, Melik Ozden rappelait un peu les circonstances de la création du CETIM. Il faisait référence, par exemple, à la question de la paysannerie. Il y a des références à l'éducation populaire, à la question du développement, de comment justement produire un développement qui soit en phase avec les réalités des populations. Et donc, tous ces éléments-là, Cabral les a théorisés, les a pratiqués, les a appliqués. Et aussi, Cabral, c'est une figure qui représente une victoire. Il a libéré 2 territoires, la Guinée-Bissau et le Cap-Vert, et donc il nous est important
de mettre en avant des figures victorieuses et en même temps des figures qui sont d'une certaine humilité, d'une grande modestie. À titre personnel, je considère que Cabral est vraiment dans le top 3 des figures les plus importantes de l'histoire de l'Afrique au XXe siècle. Mais lui-même a toujours été modeste. Et le titre d'ailleurs de l'autre ouvrage que j'ai préfacé, Ne faites pas croire à des victoires faciles, est vraiment la marque de quelqu'un qui demandait de ne pas s'enflammer, qui demandait vraiment de peser chaque geste, de ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, pour prendre un autre proverbe de chez nous, et aussi de rester constamment sur ses gardes, à savoir que on peut gagner aujourd'hui, mais ce que on a acquis peut nous être repris plus tard, et donc il faut rester vigilant. Donc Cabral, c'est quelqu'un qui, pour moi, est vraiment un éclaireur, c'est-à-dire qu'il se pose vraiment en pionnier. C'est quelqu'un qui s'inscrit dans les révolutions d'avant-garde et qui, en même temps, nous demande de surveiller nos arrières. C'est également quelqu'un qui a laissé un certain nombre de concepts qui sont essentiels aujourd'hui. La question du suicide de classe, donc la manière dont il appelle la bourgeoisie ou une certaine élite à renoncer à ses privilèges pour mieux contribuer aux luttes populaires. Donc c'est un concept qui est très important de nos jours, d'autant plus qu'on a une élite noire, une élite africaine qui est de plus en plus importante, mais qui bien souvent euh, devient ou redevient la courroie de transmission de nouvelles formes de domination, notamment néolibérales. Il a également posé la question comment dire, de la nécessité euh, de, euh, de récupérer notre histoire. Là aussi, c'est un thème qui me semble d'actualité à travers tout ce qui renvoie aux restitutions, au déboulonnage des statues, à la réappropriation culturelle de notre patrimoine. Donc lui, il a pensé dans le contexte d'une lutte de libération, et puis aussi des enjeux de valorisation, je dirais, de l'internationalisme dans un contexte qui est celui des années 60-70, qui n'est pas si éloigné de ce dans quoi nous sommes aujourd'hui à travers la redéfinition, je dirais, du monde entre différents blocs et groupes. Et enfin, dernier élément, euh, Cabral, c'est une figure comment dire, qui est scientifique. C'est un ingénieur agronome à la base. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas un historien, qui n'est pas un littéraire, qui n'est pas un politologue, qui n'est pas un sociologue, donc qui est vraiment ancré dans la terre. Et son parcours me semble très important pour de nombreux jeunes afrodescendants qui envisagent le Back to Africa et qui très souvent l'envisagent dans le cadre de projets d'agroécologie, d'agriculture, de revenir à la terre, etc. Donc de montrer que avant Sankara qu'il a développé dans les années 80, on a d'autres figures qui ont pensé la décolonisation à travers une autre manière de se rapporter, je dirais, à la terre. Et donc, tous ces éléments-là font qu'il me semblait important de vraiment mettre Cabral en ouverture donc de nos activités sur l'année 2023 et je dirais de le marteler régulièrement. Donc, on a eu de précédentes activités où il a déjà été évoqué, samedi dernier notamment avec les camarades du PAIGC, donc le parti politique qu'il a fondé, et du Front uni des quartiers populaires, des immigrations et des quartiers populaires. Nous avions une activité à Paris. Aujourd'hui, cette conférence avec les camarades du CETIM. Et puis, je l'espère, dans les prochains mois et prochaines semaines, d'autres rendez-vous où on pourra creuser un peu plus la figure de Cabral et voir comment son héritage peut être poursuivi et peut nous servir aujourd'hui. Mhm. Merci, merci beaucoup, professeur. Pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue. Voilà, vous êtes avec la Ligue panafricaine Umoja, représentée par le président Hamzat Boukari, et le CETIM. Bienvenue à vous. Merci, professeur Hamzat. J'ai envie de dire, pour remettre un peu Amilcar Cabral dans le contexte de l'époque, qui est le contexte colonialiste, en tout cas un contexte qui est fortement marqué par la colonisation et les luttes de décolonisation. Amilcar Cabral disait les colonialistes ont fait sortir les Africains de leur histoire afin que ces derniers
tout cas, les suivent à l'arrière de leur propre train, en tout cas du train de leur histoire. Vous, en tant qu'historien du panafricanisme, qu'est-ce que cette citation, en tout cas cette phrase, évoque chez vous? Cette phrase, elle est très importante et elle fait, je pense, le fil conducteur avec la précédente intervention sur Cheikh Anta Diop, qui lui a justement fait ce travail de restauration de la conscience historique en remontant jusqu'à l'Égypte, donc jusqu'aux plus anciennes civilisations euh, sur le plan notamment monumental, et aussi dans le projet colonial qui est un projet en fait de négation de l'histoire des colonisés. Il faut savoir que la conférence de Berlin qui intervient en 1884-1885, qui partage l'Afrique en sphère d'influence, elle arrête aussi d'une certaine manière l'histoire de l'Afrique. Et qu'à partir de ce moment, on va considérer, notamment dans le milieu européen et colonial, que l'histoire de l'Afrique commence avec l'arrivée des Européens en Afrique. Que donc tout ce qui a précédé cette arrivée n'est pas de l'histoire, ou alors serait, je dirais, une histoire des autres peuples qui seraient venus en Afrique. Donc, il y a eu un enjeu fondamental autour de la question de l'histoire comme moteur de la conscience nationale. Donc, Frantz Fanon parle également, Cheikh Anta Diop en parle aussi. Et pour Cabral, il est important que l'histoire soit redonnée aux peuples et surtout que les peuples reprennent le contrôle de leur histoire. Et c'est en ça qu'il s'est toujours inscrit dans une approche très dissidente vis-à-vis des types d'aides qu'on pouvait lui apporter en disant que c'est au peuple de Guinée-Bissau et du Cap-Vert, c'est au peuple africain du Mozambique, d'Angola et des autres territoires de mener son propre combat de libération et de ne pas attendre d'être libéré par d'autres. Parce que nous avons une histoire à écrire, nous avons une histoire à récupérer et que la décolonisation nécessite également de sortir de l'histoire dont nous avons été l'objet et de reprendre tout simplement le contrôle de notre initiative, de notre agenda. C'est d'autant plus important que dans le cas de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, on a des sociétés dites sans État, c'est-à-dire des sociétés acéphales qui n'ont pas de structure de chefferie, de structure étatique, et d'autres sociétés plus hiérarchisées. Et la dimension coloniale faisait que généralement, lorsque les colons arrivaient en Afrique, eh bien, ils considéraient que les organisations sociales africaines étaient des organisations ahistoriques, c'est-à-dire qui n'avaient pas d'histoire, qui n'avaient pas d'historicité. Et donc lui, Cabral, va au contraire s'appuyer sur ces peuples dont on dit qu'ils n'avaient pas d'histoire parce que parfois ils n'auraient pas d'écriture, pour montrer que précisément, ils ont une histoire qui passe notamment par d'autres enjeux, tels que l'organisation agricole, les modes de production alimentaire, l'artisanat, la pêche, etc. Donc c'est quelque chose qui me semble très important en termes d'approche historique, en sachant que, là encore, Cabral n'est certes pas un historien, mais lors de ses études à Lisbonne, donc dans la deuxième moitié des années 40, il s'est beaucoup intéressé à l'histoire, à la science politique, il a beaucoup lu, et dans les années 50, il va notamment lire des ouvrages des auteurs de la négritude et des auteurs afro-américains qui, à cette période, commencent déjà à poser la question de la décolonisation de l'histoire. On sait également, élément très important, que lors de la soutenance de Cheikh Anta Diop à l'université Paris-Sorbonne le 7 janvier 1960, des mouvements de libération comme le PAIGC ont envoyé des délégations pour soutenir Cheikh Anta Diop lors de sa soutenance. Donc la soutenance de thèse de Cheikh Anta Diop était vraiment un événement politique parce qu'il s'agissait de soutenir l'un des nôtres, le meilleur des nôtres à l'époque, dans un combat pour faire valoir, pour faire reconnaître notre présence et notre condition en tant que sujet historique. Donc cette phrase de dire que les colonialistes nous ont fait sortir de notre histoire en prétendant que nous serions dans la leur est très importante parce qu'elle est vraiment, je pense, au cœur du processus décolonial de Cabral et aussi elle est vraiment à l'origine, je dirais,
de sa volonté de mobiliser le peuple et que le peuple soit vraiment l'auteur et l'acteur de son histoire. Donc pour moi, en tant qu'historien du panafricanisme, c'est vraiment une doctrine, comment dire, une phrase clé, euh, une ligne directrice par rapport à la manière dont on doit aujourd'hui écrire l'histoire, ne pas se contenter des récits écrits et produits par les colons, qui bien évidemment sont souvent partiaux, et essayer de produire à partir de nos propres sources, à partir de nos propres éléments, une histoire qui soit plus équilibrée de la réalité. Et c'est un travail qui reste encore aujourd'hui à faire puisque Amilcar Cabral est probablement, bon, avec Césaria Évora, la figure la plus connue de ces deux territoires, la Guinée-Bissau ou le Cap-Vert. Mais en dehors d'eux, on a très peu de connaissances de l'histoire de ces deux territoires parce qu'il n'y a pas suffisamment de production historique. Donc l'enjeu de l'histoire, c'est aussi un enjeu de décolonisation, de souveraineté. Et donc c'est à nous aujourd'hui de nous y atteler en formant des historiens qui feront ce travail-là. Merci. En tout cas, ne pas attendre d'être libéré par les autres, mais faire le travail par nous-mêmes, hein. Voilà. Euh, j'ai envie de dire, Amilcar Cabral, c'est quelqu'un de, de très particulier en ce sens que c'est un civil, un ingénieur agronome, mais qui a mis, en tout cas, l'agriculture à une place centrale de sa lutte. Euh, dans une missive adressée à ses compagnons, il les informe déjà qu'il entre en lutte, qu'il a tout abandonné, mais il précise, je suis votre frère, celui qui aime l'agriculture. On se demande bien, qu'est-ce qu'une phrase en rapport avec l'agriculture euh, vient faire dans le combat? Parce qu'il décide de prendre les armes à ce moment-là. Est-ce que vous pouvez en tout cas, pourquoi cette référence à l'agriculture dans une lettre à rejoindre la lutte? En quoi l'agriculture, en tout cas, est un facteur important de lutte? Alors, en fait, l'agriculture, c'est un facteur important de conscientisation et de mobilisation. Dans le cas personnel de Cabral, il a beaucoup été marqué par la sécheresse qui avait eu lieu dans les années 40 au niveau du Cap-Vert. Sécheresse suivie de famine et suivie forcément d'exode. Et donc, lorsqu'il part à Lisbonne, il décide de faire des études en agronomie, en sciences hydrauliques. Et lorsqu'il retournera régulièrement, donc d'abord en Guinée-Bissau, puis ensuite dans d'autres territoires, il va vraiment travailler la question du recensement agricole, c'est-à-dire identifier la réalité de ce que vit le peuple. Qu'est-ce que nous avons dans nos terres? Donc la géologie, la pluviométrie, les différentes ressources, etc. Donc c'est quelque chose de très, très important parce que le principe de la colonisation, c'est le vol des terres. Le principe de la colonisation, c'est le vol des terres. Donc, on ne peut pas penser la décolonisation sans avoir une réflexion sur la question de la terre et sur ce que la terre nous apporte en termes de, comment dire, d'émancipation et d'autonomie, c'est-à-dire la question de l'agriculture. C'est de la terre que nous tirons notre subsistance, c'est de la terre que nous tirons notre autonomie, notre indépendance, c'est dans la terre que nous retournons, que nous mettons nos ancêtres. Donc le culte de la terre, il est essentiel dans des sociétés paysannes, dans des sociétés où l'industrialisation et l'urbanisation est liée à une forme d'économie, d'extraversion de nature coloniale et capitaliste. Et donc, il est important d'avoir cette réflexion sur comment récupérer la terre. J'ai évoqué la géologie, je pourrais faire le parallèle par exemple avec Kwame Nkrumah, qui lui n'est pas du tout un ingénieur agronome. Et quand Kwame Nkrumah se retrouve président du Ghana, donc l'indépendance en 1957, il le dit très clairement qu'il a une grosse difficulté. Il n'y a pas suffisamment d'Africains qui ont un diplôme de géologie. En 1957, il n'y a que trois Africains sur la planète qui ont un diplôme de géologie et qui sont donc capables de savoir qu'est-ce qu'il y a comme ressources dans le sol du Ghana. Qu'est-ce qu'on peut faire à partir de nos terres? Qui connaît nos terres? Et donc, ce sont ces insuffisances-là qui expliquent pourquoi nos pays se sont retrouvés souvent avec des coopérants, des assistants techniques, des ingénieurs
venus des pays occidentaux qui, bien souvent, lorsqu'ils font des découvertes, les gardent pour eux, dans un contexte de la fin des années 50 où les pays européens, en même temps qu'ils décolonisent, font de plus en plus de prospection et trouvent du pétrole et toutes sortes de richesses dans notre sous-sol. Donc la question de la terre, elle s'inscrit vraiment dans la logique de décolonisation. Aujourd'hui, au XXIe siècle, lorsque nous parlons de la recolonisation, beaucoup de gens focalisent sur les questions militaires, sur les questions monétaires, mais l'une des réalités, c'est quand même l'accaparement des terres, le land grabbing, c'est-à-dire la manière dont des multinationales ou des sociétés diverses et variées achètent nos terres, s'accaparent nos terres, et du coup influent sur la condition paysanne, qui est la réalité de la majorité des populations africaines, et pousse une partie de cette paysannerie à se paupériser, à partir dans les faubourgs ou dans les villes africaines qui ne sont pas adaptées pour recueillir cette population-là, et dans certains cas à migrer vers l'Occident, dans un contexte où l'agriculture africaine subit le contre-coup des fameux accords de partenariat économique qui font que on ne peut pas lutter contre une agriculture européenne qui, elle, est subventionnée par l'Union européenne et dont les produits inondent nos marchés africains et tuent finalement le paysan africain. Donc Cabral, lui, dès les années 50, il avait déjà un peu perçu, je dirais, ces problématiques-là. Ensuite, un autre élément, c'est que si vous voulez connaître votre peuple, eh bien, vous devez connaître ce qu'il mange ou ce qu'il ne mange pas. La question de la faim, F-A-I-M, c'est quelque chose que l'on retrouve régulièrement dans la lutte et dans le combat. Et Cabral lui-même le dit, les gens ne se battent pas pour des idées abstraites, ils se battent pour du concret. Ils se battent pour avoir plus de riz, pour avoir de l'eau, pour avoir des conditions matérielles qui évoluent en étant le reflet des grandes idées, des grands mots, liberté, démocratie, etc., qu'on leur fait boire. Autrement dit, la démocratie ne se mange pas et la liberté ne se boit pas. Donc il faut aussi apporter du concret et faire en sorte que les questions agricoles puissent être le reflet, je dirais, de cette transformation. Un dernier élément, c'est que du point de vue de l'organisation de la lutte, Cabral va s'appuyer sur les campagnes, à la différence de Fanon qui, lui, au niveau de l'Algérie, posait plutôt la question de la ville coloniale et du prolétariat, dans un contexte où il existe effectivement un petit prolétariat. Dans le cas de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, il n'y a pas de prolétariat. Mais ce prolétariat, cette masse, peut être en réalité la paysannerie. Et pour, je dirais, la mobiliser, il faut comprendre ses préoccupations, il faut comprendre ses besoins, il faut comprendre son organisation. Et donc, dans son recensement agricole, il va croiser les conditions de vie de la paysannerie, les types de production des différentes communautés, le riz, l'arachide, le maïs, le manioc, le fonio, etc. Comprendre en quoi la production agricole de nos peuples est liée aussi à la situation coloniale dans laquelle nos États sont plongés, et aussi s'appuyer sur la manière dont la question de l'agriculture est celle qui est la plus appropriée pour penser la répartition du travail. Et donc, il va notamment constater qu'il y a des communautés dans lesquelles les hommes font telle culture vivrière et les femmes font telle autre culture vivrière, et d'autres communautés où et les hommes et les femmes pratiquent la même culture vivrière. Et dans ces contextes-là, ça va notamment l'amener à mettre en place des organisations de lutte qui vont s'appuyer sur la manière dont les hommes et les femmes ont déjà l'habitude de travailler la terre ensemble ou pas, pour créer ensuite des unités militaires dans lesquelles il y aura des hommes et des femmes qui seront calqués sur l'organisation de la production agricole. Donc c'est vraiment un travail qui est très scientifique, qui est très intéressant, qui est très passionnant et qui montre réellement le potentiel, la dimension révolutionnaire qui est celle de nos campagnes, qui est celle de nos paysanneries et qui, pour moi, aujourd'hui, doit être mise en avant. Un tout dernier élément, je pense, c'est aussi l'idée que lorsque vous contrôlez les campagnes, et donc la production alimentaire, en réalité, vous contrôlez un pays. Parce que les villes ne produisent rien, les villes ne font que consommer ce que la campagne leur amène. Et évidemment, on est dans une situation bidimensionnelle, puisque les villes vont être exportatrices, vont plutôt être importatrices
de l'alimentation venue de l'Occident et vont produire en fait un mode de consommation néocolonial et extraverti qui va amener la paysannerie à se trouver en situation de paupérisation. Et derrière ces enjeux, au niveau même de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, c'est la question de l'alimentation comme une arme de guerre. Vous avez vu dans l'actualité depuis un an, on dit que le blé russe, le blé ukrainien, c'est ce qui va produire la famine, etc. Tout ça. Donc Cabral avait déjà compris que la question de l'alimentation, la question de la nourriture, c'est une arme de guerre. Et que à travers le contrôle de l'alimentation et de la nourriture, eh bien, on peut faire pression sur des peuples, on peut les faire plier. Et ça rejoint aussi les logiques d'embargo que des territoires comme Cuba ou d'autres peuvent connaître. Donc Cabral avait déjà un peu compris tous ces enjeux. Et c'est pour ça que lorsqu'il s'adresse à ses camarades, il leur dit bien que l'agriculture est importante. Et quand il dit qu'il est celui qui aime l'agriculture, ça veut tout simplement dire que celui qui aime l'agriculture, c'est celui qui aime le peuple. Vous ne pouvez pas euh, aimer l'agriculture et ne pas aimer le peuple. Et donc, c'est vraiment, pour moi, un message codé qui est très intéressant et qui rejoint aussi un peu la fameuse formule de Thomas Sankara, quand on lui demandait c'est quoi l'impérialisme, et il disait l'impérialisme n'allez pas chercher plus loin, il est là dans vos assiettes, ce sont les grains de mil, les grains de riz importés, c'est ça l'impérialisme, il est là dans vos assiettes. Et donc Cabral, lui, vraiment, il est aussi dans cette référence à l'agriculture comme projet d'émancipation, comme projet de réalisation de l'homme, et aussi comme, je dirais, projet de développement du pays et du continent africain. Mhm. Pour ainsi dire, celui qui vous nourrit vous contrôle, clairement. Euh, Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Donc, n'hésitez pas à renseigner vos questions dans le chat. Et avant la fin de la conférence, nous y consacrerons un quart d'heure, 20 minutes pour vraiment aller en profondeur. Merci en tout cas de votre écoute. J'ai envie de dire, si Amilcar Cabral a fait de l'agriculture un élément, en tout cas une arme de combat, qui dit agriculture dit population, vous venez de le dire, qui, lorsqu'il dit celui qui aime l'agriculture, c'est donc celui qui aime les populations. Mais j'ai envie de dire, dans un contexte colonial, on sait très bien que la question du micronationalisme a été fortement exacerbée par la colonisation, les esclavages, etc. Par rapport au panafricanisme et au micronationalisme, selon vous, quel regard Amilcar Cabral portait sur cette question? Alors, il y a plusieurs choses et plusieurs étapes. D'abord, Cabral, il est moitié bissau-guinéen, moitié capverdien. Donc, il a un pied sur le continent, un pied dans l'archipel. Donc déjà, dans son identité, il incarne cette union du continent et des îles. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que lorsqu'il arrive à Lisbonne, il va très rapidement échanger avec des camarades qui viennent notamment d'Angola, du Mozambique et de Sao Tomé et Principe, c'est-à-dire les autres colonies portugaises. Et il va constater qu'il ne peut pas penser la Guinée-Bissau et le Cap-Vert sans penser la place de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert par rapport aux autres territoires coloniaux portugais, et ensuite la place de ces autres territoires coloniaux portugais par rapport à l'impérialisme global au colonialisme de l'époque qui domine l'Afrique. Et en même temps, penser la place du Portugal vis-à-vis notamment des États-Unis, vis-à-vis du Royaume-Uni. Donc le Royaume-Uni parce que le Portugal était en fait le gardien des intérêts britanniques, des intérêts économiques britanniques, et des États-Unis parce que le Portugal était l'agent de l'OTAN dans cet espace-là. Donc, dès le départ, il a vraiment cette dimension à la fois, je dirais, micro-nationaliste ou micro-identitaire, donc la Guinée-Bissau, le Cap-Vert, puis ensuite plus transversale avec le colonialisme portugais, et ensuite, une fois à Lisbonne, dans les débats et dans sa formation politique, ben, une lecture, je dirais, de l'impérialisme global, à travers aussi les contacts qu'il a, les discussions qu'il a avec le Parti communiste portugais. Donc Cabral, il est, je dirais, dans sa formation, c'est quelqu'un qui va régulièrement varier les échelles de la lutte.
Donc la lutte est vraiment micro-localisée. On le verra au moment justement où il lance les stratégies de guérilla. C'est vraiment très précis, très pointu, c'est village par village. Et en même temps, une vision globale, mondiale, internationale. Euh, à Lisbonne, ils vont créer un centre d'études africaines en ayant très rapidement la certitude que les enjeux qui se posent dans chacune des colonies sont partagés par les autres territoires, même si la sociologie, la démographie est différente. Ensuite, lorsque il va créer le PAIGC, donc en septembre 1956, il va être aussi amené, je dirais, à être présent lors de la création aussi du MPLA, le Mouvement populaire pour la libération de l'Angola. Et très rapidement, les dirigeants des mouvements d'indépendance d'Afrique lusophone vont se fédérer et vont, je dirais, mettre en place un front commun contre le colonialisme portugais et contre l'impérialisme. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui fait que, avant même, je dirais, les indépendances de 1960 pour l'Afrique francophone, ceux qui se battent contre le colonialisme portugais ont pour moi un temps d'avance sur les francophones qui, eux, vont être balkanisés, vont être france-africanisés, néocolonisés. Ensuite, dans cette vision-là, Cabral ensuite va retravailler l'intérieur de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert en étudiant justement les différentes populations et en montrant que la diversité entre guillemets ethnique qu'on peut trouver en Guinée-Bissau et au Cap-Vert à travers une vingtaine, une trentaine d'ethnies différentes qui ont été identifiées comme telles notamment par le colonialisme portugais, n'empêche pas l'unité. Et que l'un des enjeux, c'est que l'unité doit respecter la diversité de chacun, mais que en même temps, il faut que l'on parte vraiment de la base. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imposer par le haut euh, des, euh, des pratiques ou des choses dans lesquelles les groupes ne se reconnaîtraient pas. Il faut prendre ce que chacun a de meilleur, le valoriser, notamment du point de vue de la culture, de l'agriculture, de l'alimentation, de l'artisanat, et faire en sorte qu'aucun groupe ne se sente lésé. Et Cabral, il le pense parce qu'il a très vite la certitude que si vous délaissez une ethnie, eh bien, les Portugais, les colons, vont justement s'appuyer sur cette ethnie pour faire échouer le projet de libération. Et en faisant ce travail-là, on crée l'unité nationale. Alors, la particularité des Portugais, c'est qu'ils vont jouer sur quelque chose de encore plus vicieux, c'est-à-dire qu'ils vont mettre en avant la question du colorisme en essayant justement d'opposer les Noirs à ceux qui sont plus clairs ou qui sont métis en disant que ben voilà, vous allez être dominés par ceux qui sont plus clairs que vous, etc. Et ça aussi, on va le retrouver au niveau de l'Angola, au niveau du MPLA, au niveau de l'UNITA, c'est-à-dire la manière dont l'impérialisme, ne parvenant plus à diviser sur la base de l'ethnie, va s'appuyer sur les phénotypes, la diversité des phénotypes, pour faire croire à des oppositions, faire croire à des dominations internes, et aussi pour, je dirais, endoctriner ceux qui pourraient se penser supérieurs du fait qu'ils appartiennent à une classe sociale supérieure ou qu'ils ont des origines qui les lieraient davantage à l'ancienne élite coloniale. Et ça, c'est une stratégie qui, initialement, avait déjà été produite, par exemple, au niveau du Brésil. Dans toute l'histoire du Brésil, le blanchiment, etc., tout ça, ce sont des stratégies très particulières au colonialisme portugais, qui est un colonialisme un colonialisme d'assimilation, c'est-à-dire que ce n'est pas un colonialisme frontal, son rapport aux ethnies est moins, je dirais, brutal et direct que celui des Français et des Britanniques, ou même des Belges, mais il est plus vicieux parce qu'il a une approche notamment de la question du métissage qui vraiment renvoie au fait que les Portugais ont été les premiers colons européens en Afrique. Et donc, ils ont été les premiers notamment à passer par ce type de stratégie-là. Et donc, lorsque l'ethnie ne suffit plus, ou lorsque l'ethnie a été neutralisée ou panafricanisée, eh bien, on essaie de passer, je dirais, par d'autres types d'opposition. Et sans ça, je dirais que la question de l'identité est très importante à mettre en avant. Mais pour, je dirais, résumer le cas de Cabral, c'est vraiment quelqu'un qui a travaillé la question de l'unité
au niveau des différentes composantes de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert. Et c'est d'ailleurs vraiment quelqu'un c'est d'ailleurs le seul qui a libéré 2 territoires en même temps. Mais malheureusement, après son assassinat et puis la présidence de son demi-frère, les relations vont se distendre et puis la Guinée-Bissau et le Cap-Vert vont se séparer. Chacun prendra son indépendance de son côté. Mhm. C'est dommage, enfin, à quelque part, parce que l'idée aurait été que ces deux pays-là, symboliquement en tout cas, accèdent à l'indépendance au même moment. Mais bon, j'ai envie de revenir sur un point qui me tient énormément à cœur, c'est de comprendre au regard des relations qu'il y avait entre les différents leaders à l'époque. Je parlais de Ahmed Sékou Touré avec Amilcar Cabral, des pays qui ont pris leur indépendance en 58, 57, c'est-à-dire qui étaient bien en avant sur, sur la Guinée ou le Cap-Vert ou d'autres pays en Afrique. euh, Cabral décide en 1963, en tout cas en 63, de lancer la lutte armée. Pourquoi à ce moment-là, selon vous? Alors, Sachant, sachant au que niveau sur le continent, dans les années 60 à peu près, beaucoup de pays avaient accédé à l'indépendance. Pourquoi ils décident de prendre les armes à cette période-là? Pourquoi pas avant? alors, parce qu'en fait, le colonialisme portugais, à part peut-être le colonialisme belge, c'est le plus arriéré des colonialismes. Il faut savoir qu'à Lisbonne, depuis le milieu des années 20, il y a une dictature qui est en place. Le Portugal est une dictature et même resté une dictature jusque dans les années 70. Et, et en même temps, un pays peu développé, voire même entre guillemets sous-développé, qui n'a pas non plus les moyens de développer ses colonies et qui n'a surtout pas envie de les développer. Et après la Seconde Guerre mondiale, le Portugal pense qu'il n'est pas concerné par la question de la décolonisation. Parce que le Portugal, un peu comme la France, a pour habitude de considérer que ces colonies font partie du Portugal. C'est un peu comme l'Algérie pour la France. On considère que ça fait partie du domaine national. Mhm, Euh, En revanche, lorsque les contestations arrivent au milieu des années 50, donc déjà la police politique portugaise se met en place, donc Cabral est traqué. Il va prendre notamment le surnom de Abel Jassy à ce moment-là. Ils sont tous sous surveillance policière. Et ils doivent donc éviter les arrestations parce que le colonialisme portugais veut vraiment éradiquer ces jeunes perturbateurs de l'ordre social. Donc, lorsque Cabral part en Guinée-Bissau, il est ensuite expulsé de son propre pays et envoyé en Angola où il continue en fait son activité, puis il revient ensuite en Guinée-Bissau. Et au départ, on est sur des négociations plutôt politiques pour penser en fait l'avancée vers une autonomie, voire une indépendance, dans un contexte où le PAIGC, au départ, s'appuie plutôt sur l'élite, sur la classe politique, sur la bourgeoisie. C'est une stratégie qui ne va pas être payante. Et en 59, il y aura une grève des dockers sur le port de Pidjigiti qui va être réprimée par la police coloniale. Et on est dans un contexte où ça chauffe un peu partout. C'est-à-dire qu'à la même époque, vous avez, début 59, par exemple, vous avez des émeutes à Léopoldville, donc au Congo, qui est aujourd'hui la République démocratique du Congo. Vous avez mars 60, le massacre de Sharpeville en Afrique du Sud avec l'ANC qui décide de passer ensuite à la lutte armée. Vous avez la guerre d'Algérie qui se termine donc en mars 1962 par l'indépendance de l'Algérie, guerre qui est aussi le résultat du blocage des négociations politiques et du fait qu'au bout d'un moment, tous ces partis, tous ces mouvements de libération comprennent qu'en plus d'une branche politique, mais il va falloir mettre en place une branche armée parce que le colonialisme qu'ils ont en face d'eux refuse de comprendre le sens de l'histoire et donc il va falloir passer au rapport de force. Et donc effectivement, en 1963, je dirais un peu même avant les autres territoires, donc Cabral, depuis le territoire même de la Guinée-Bissau, donc déclenche
un mouvement insurrectionnel, une lutte armée à l'intérieur du pays, quand on pensait justement qu'il allait plutôt déclencher une insurrection depuis les pays voisins, comme le Sénégal ou la Guinée-Conakry, il le fait vraiment à l'intérieur du pays. Pourquoi il le fait à l'intérieur du pays? Parce que depuis une dizaine d'années, il a travaillé la paysannerie et il sait que les paysans sont avec lui. Il sait que les paysans vont aider la guérilla à connaître les déplacements de l'armée coloniale portugaise, que les paysans vont aider au ravitaillement des combattants. Et donc, il a besoin de combattants formés qui comprennent les enjeux politiques de la lutte, et pas des combattants qui vont libérer un village et ensuite racketter les paysans. Et c'est en ça que Cabral, à ce moment-là, est déjà en avance sur Che Guevara ou sur d'autres révolutionnaires, notamment tous ceux de l'Est du Congo, où quand Che Guevara se retrouve au Congo avec Laurent Désiré Kabila, eh bien, il voit qu'en fait, comment dire, les insurgés, les indépendantistes, lorsqu'ils libèrent un village, en fait, ils rackettent la population, ce qui fait que la population, finalement, se retourne contre eux. Donc, Cabral, lui, a compris que la libération nous amène ensuite la difficulté de combattre nos propres faiblesses et que la véritable libération, c'est combattre nos propres faiblesses dès lors qu'on a un peu de pouvoir sur l'autre. Et c'est précisément cette nécessité de combattre nos propres faiblesses qui explique pourquoi le néocolonialisme va se développer à cette époque-là, pourquoi on va voir des libérateurs devenir eux-mêmes des persécuteurs, parce que ce combat contre nos propres faiblesses, il n'est pas pris en charge. Donc Cabral, lui, il a vraiment ça au cœur de sa réflexion. Et donc la lutte armée est déclenchée en 63, et après, en un peu moins d'une décennie, c'est la victoire du PAIGC avec le soutien stratégique, notamment de Cuba en termes d'armement, donc des armes soviétiques et des armes de l'ex-URSS, mais un refus d'avoir des combattants cubains. C'est-à-dire que lorsqu'il va ensuite voir les Cubains, Castro lui proposait justement de lui envoyer des hommes, et en fait, Cabral lui dit non, nous on veut juste des armes, mais c'est nous-mêmes qui allons combattre, parce qu'on ne veut pas combattre à la cubaine, on veut combattre à la bissau-guinéenne ou à la capverdienne. Et ça, c'est très important, parce que ça place Cabral au même niveau que Ho Chi Minh, le leader de l'indépendance du Vietnam, qui a combattu les Chinois et les Américains, et qui permet aussi de faire un parallèle. Je pense que c'est là qu'il y a le vrai parallèle, à savoir qu'à cette époque-là, la pression militaire de l'Occident sur la Guinée-Bissau était supérieure à la pression militaire américaine au Vietnam. Donc, quand on dit ça, je pense que ça doit permettre un peu de comprendre contre quoi Cabral s'est battu, les forces de l'OTAN, et l'importance d'analyser sa stratégie en termes de guérilla. Voilà, pour partir de cet exemple-là, parce que bon, aujourd'hui, on a une situation sécuritaire sur le continent. Les gens veulent aller chercher la Russie, machin truc, etc. Alors que dans notre propre histoire, on a des hommes, on a des mouvements qui ont battu des forces beaucoup plus importantes que celles auxquelles on est confronté aujourd'hui. Et je pourrais remonter évidemment à Toussaint Louverture et Jean-Jacques Dessalines contre l'armée de Napoléon. Mais le cas de Cabral, il est concret parce que c'est justement une logique de guérilla. Exactement. Merci, professeur, pour ces précisions. Euh, j'ai envie que vous nous apportiez en tout cas votre regard d'expert sur un point spécifique. Euh, Lorsque Sékou Touré et Kwame Nkrumah, lorsque en tout cas les leaders de ces deux pays-là font accéder leurs pays respectifs, je parlais de la Guinée-Conakry et du Ghana à l'indépendance, il y a un projet, en tout cas dans les coulisses, il y a un projet Ghana-Guinée, c'est-à-dire un projet d'union Ghana-Guinée. En raison des liens forts qu'il y a eu, en tout cas entre Amilcar Cabral et Sékou Touré, est-ce que vous avez connaissance ou est-ce qu'il y a pu y avoir un projet d'union du même ordre, c'est-à-dire des deux Guinées? Alors, c'est un peu particulier parce que quand le PAIGC est fondé en septembre 1956,
c'est à peu près la même semaine où l'indépendance du Ghana est annoncée pour mars 1957. Et Cabral, évidemment, il a lu Nkrumah, ils étaient ensemble aussi à Conakry, ils ont été très proches, ils ont même un parti politique commun, le All African People's Revolutionary Party, qui s'inspire des deux, même si dans ce parti, ils mettent plutôt en avant le duo Kwame Nkrumah-Sékou Touré. Donc Cabral est, je dirais, la figure un peu dans l'ombre de ces deux autres dirigeants qui, eux, ont eu la particularité d'avoir été officiellement chef d'État. Donc ça aussi, c'est un élément. Cabral est mort avant l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert. Il n'a pas été officiellement chef d'État, même si, dans les faits, en tant que chef du PAIGC, il occupait quasiment cette fonction, puisque le PAIGC était reconnu par l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, comme le gouvernement en exil de ces territoires-là. Maintenant, le PAIGC avait des bases arrières en Guinée-Conakry, donc c'est de là que le pays que le PAIGC avait sa zone de repli, qui s'inscrit évidemment dans des accords politiques. Cabral résidait notamment à Conakry, c'est là qu'il a été assassiné. Et Conakry était à l'époque la plaque tournante d'un certain nombre de mouvements de libération, notamment après le renversement de Nkrumah en 1966. Donc, il y a plusieurs temps. La première partie, je dirais, de 56 à 63, c'est la partie où effectivement le Ghana et la Guinée deviennent indépendants, en 57 et 58. Et à l'indépendance de la Guinée, l'Union Ghana-Guinée est mise en place avec le soutien et l'initiative du Ghana. 2 ans plus tard, on a le Mali, 2-3 ans plus tard, on a le Mali qui se rajoute, ça devient l'Union Ghana-Guinée-Mali. Le cas de la Guinée-Bissau, déjà, il y a la particularité du fait que c'est une lutte qui est liée aussi au territoire du Cap-Vert, et que c'est une lutte, évidemment, qui a des répercussions au niveau du Sénégal et au niveau de la Guinée-Conakry. Et c'est en partie l'activisme du PAIGC de Cabral qui a amené notamment Senghor à se tourner davantage vers ce qu'on va appeler le bloc de Brazzaville, le groupe de Brazzaville ou le groupe de Monrovia, qui réunissait un peu les pays conservateurs qui voulaient justement retarder les projets d'unité, de fédération qui étaient supportés par Kwame Nkrumah. Donc je dirais qu'on était vraiment dans une zone assez tendue, et que l'indépendance d'une Guinée-Bissau et d'un Cap-Vert uni et unifié avec une Guinée-Conakry aurait nécessairement fait basculer le Sénégal aussi dans une situation très indélicate vis-à-vis des intérêts notamment néocoloniaux. Après, à partir de 66, quand Nkrumah est renversé et quand Modibo Keïta aussi est renversé 2 ans plus tard, on est vraiment là dans une période d'attaque frontale contre tout projet et tentative d'union d'États africains, qui soit de nature panafricaine. C'est la période aussi où Sékou Touré se radicalise et la Guinée-Conakry va être attaquée à plusieurs reprises par les Portugais et par les impérialistes de manière générale, dont le but est d'assassiner Cabral et de renverser, voire d'assassiner Sékou Touré et de mettre au pouvoir des opposants à Sékou Touré, puisque l'idée, encore une fois, c'est que de faire d'une pierre deux coups. Si vous renversez Sékou Touré, en même temps, vous avez Cabral. Donc, du coup, on a des dirigeants qui sont assez liés les uns aux autres, dont le sort, la vie est assez lié les uns aux autres, mais qui, du point de vue stratégique ou programmatique, n'ont pas pu réellement mettre en place un projet d'union de ces différents territoires parce qu'il y avait, je pense, d'autres urgences, d'autres priorités, et surtout alors je ne vais pas dire des guerres d'ego, mais des souverainetés affirmées, des hiérarchies un peu protocolaires à maintenir, qui parfois ont peut-être pris le pas sur l'esprit. Donc c'est un peu la question de la lettre et de l'esprit, entre les déclarations qui ont pu être faites
et la réalité ensuite de ce qui pouvait être appliqué dans le contexte de l'époque. Donc il n'y a pas eu vraiment de projet d'union plus large déjà dans ce contexte-là, mais on peut penser que, bon, que si Cabral n'avait pas été éliminé dans ces circonstances-là, on aurait pu évoluer dans cette direction. Et tout ça va dans le sens du panafricanisme et des luttes de libération. Professeur, pouvez-vous revenir un peu sur l'assassinat d'Amilcar Cabral, les circonstances? Parce que c'est quelque chose qui est très peu connu, très peu médiatisé. Est-ce que vous pouvez prendre un petit moment pour nous en parler? Oui, mais très rapide. Enfin, oui, disons que en janvier 1973, on est à une période où le colonialisme portugais a quasiment est dans la débâcle. Les Portugais ne veulent pas assumer leur retraite ou leur repli, mais sur le plan militaire, une grande partie du territoire de la Guinée-Bissau a été libérée. Au niveau international, il y a déjà eu des proclamations bon, de l'indépendance du territoire. Il y a déjà une action du PAIGC qui est présente également dans la plupart des zones du pays. Mais la victoire n'a pas encore été actée. Bon, elle le sera un peu plus tard par ce qu'on appelle les accords d'Alger. La dernière carte pour les Portugais, ben, c'est effectivement de viser la tête du PAIGC, donc d'éliminer Cabral, ou en tout cas de neutraliser Cabral, à travers notamment l'infiltration du parti ou l'action à travers des branches dissidentes. Donc sur les faits, factuellement, c'est assez simple, hein. C'est-à-dire que Cabral, bon, il avait déjà échappé à plusieurs tentatives d'assassinat. Et là, il rentrait d'une réception et d'une conférence, notamment à l'ambassade de Pologne. Il rentrait chez lui avec son épouse un soir vers 22h, 22h30. Et il arrive devant son domicile. Il y a des hommes qui l'attendent, qu'il connaît. Donc, il les a. Enfin, c'est des noms connus. Donc, il les a reconnus. Euh, les hommes lui ont demandé de le suivre. Bon, c'était plus apparemment une logique d'enlèvement. Mais vraiment menaçant. En tout cas, c'était vraiment pour attenter à sa vie. Cabral refuse, tente de discuter, puis il y a des premiers tirs qui partent sur lui, qui le blessent, et tente encore de raisonner ces assassins qui finalement vont l'achever devant son épouse. Euh, bon, les circonstances sont assez brutales et posent pas mal de questions quant à la sécurité dont bénéficiait Cabral, par rapport au timing, par rapport au contexte, par rapport aux luttes internes qu'il pouvait y avoir, et, euh, et aussi par rapport au fait que la police politique portugaise, euh, comment dire, avait ciblé Cabral, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'on était vraiment dans une période où il n'y avait pas de meilleure cible à abattre que lui pour faire dérailler une partie de la victoire qui était en cours. Bon, après, il n'y a pas vraiment eu, il n'y a pas eu de procès, d'enquête, etc. Donc, il y a eu des enquêtes privées, il y a des hypothèses, il y a un certain nombre de théories. Grosso modo, on se résume, on va dire, à la police politique portugaise. Il y a des agents infiltrés au niveau du PAIGC, mais après, il y a d'autres éléments, sachant que par la suite, l'histoire du PAIGC va être quand même aussi marquée par des luttes internes et des tensions assez particulières. Mhm. Exactement. Vous disiez à l'instant que il connaissait ces personnes. Ça me fait un peu penser à ce il évoquait, en tout cas il a évoqué lors du discours de, de- des, des funérailles de Nkrumah, où il parlait du cancer de la trahison. Ce terme-là, il a martelé lors du discours de Nkrumah. Euh, J'imagine que c'est un contexte, c'est quelque chose qui revient souvent dans les luttes
indépendantiste. Quand je dis lutte indépendantiste, je parlais de lutte de libération. On a toujours cette question du cancer, en tout cas de la trahison qui revient beaucoup. Euh, Est-ce que vous avez un conseil à nous donner sur, sur ce point-là? Parce que c'est assez récurrent quand même. Je vais faire un panorama, hein. Euh, Au Congo, on a Lumumba avec Mobutu, qui était son familier, qui était très familier avec lui. euh, Comme on dit chez nous, qui était son bon petit, on peut le dire comme ça. On a aussi, euh, on a aussi le cas de Blaise Compaoré avec Thomas Sankara. On a des cas comme ça qui reviennent souvent. Est-ce que on peut dire qu'au-delà de la stratégie, parce qu'en tout cas, je pense que la stratégie était bonne, mais au-delà de la stratégie, ce qui a pêché, c'est vraiment euh, la sécurité rapprochée de nos leaders. Bon, la question de la sécurité, si on la compare effectivement à quelques autres, leaders, hein, comme, Fidel Castro qui a échappé à je ne sais combien de tentatives d'assassinat, dans le contexte effectivement des mouvements de libération africains, on a toute une chaîne de martyrs, heu, qu'on aurait pu éviter effectivement si, comment dire? La question de la sécurité avait été, abordée sans doute de manière plus stricte, plus précise. Alors, quand on parle de sécurité, c'est d'abord le choix des hommes. La particularité de Cabral, c'est qu'il recrutait, lui-même personnellement quasiment tous les combattants et combattantes qui rejoignaient, le PAIGC. Donc le PAIGC avait pas énormément d'hommes et de femmes, mais c'était vraiment du recrutement qualitatif, avec de la formation qualitative, avec l'idée que vraiment tout réside dans le choix des hommes. C'est très important. Mhm, Je pense qu'un pays comme Cuba l'a fait, ce n'est pas pour rien que Cuba mise beaucoup sur l'éducation, le choix des hommes et également la manière dont les individus se réhabilitent. Donc ça, la question de la réhabilitation, ça rejoindrait plutôt, par exemple, une autre figure qui rentre un peu dans cette liste-là, qui est Malcolm X, hein, donc qui est dans cette logique de rédemption et qui finalement, lorsqu'il quitte son ancienne organisation, beh, s'attire, des représailles, téléguidées, télécommandées aussi quand même par le FBI. Donc c'est comment effectivement, les failles que nous créons en interne, parce qu'on ne se reconnaît plus, dans tel ou tel mouvement, dans telle ou telle figure, sont aussi exploitées en externe par des systèmes beaucoup plus puissants qui n'attendent que ça. Heu, donc là aussi, ça renvoie aussi à la manière dont comment dire? On gère nos propres, conflictualités, nos propres divisions. Ça pose aussi la question, je pense, des oppositions. Que faisons-nous des personnes qui ne sont pas d'accord avec nous et comment gérons-nous la contradiction? Donc Cabral, c'est quelqu'un qui, avait cette capacité à gérer la contradiction, mais dans un rapport exacerbé au pouvoir, ça devient de plus en plus compliqué. Donc soit on se raidit et on devient soi-même tyran, dictateur, sanguinaire et on élimine tout le monde avec une dose de paranoïa. Soit effectivement, on se retrouve dans une situation où on se trouve soi-même constamment en danger. Donc il y a un équilibre à trouver, il y a un équilibre à trouver, mais c'est évident que quand on voit un certain nombre comment dire? D'assassinats, d'éliminations, on ne peut que regretter, le fait qu'on n'ait pas pu davantage les protéger. mhm. Malheureusement. Et je pense qu'ils nous auraient encore, s'ils avaient été vivants, ils auraient encore servi la cause dans un contexte, en tout cas dans le contexte néocolonial que nous connaissons aujourd'hui un peu partout sur le continent. Je pense que leur présence à nos côtés aurait été fort utile. Mais ainsi va la vie. Professeur, dites-moi, vous qui avez étudié en tout cas euh, le panafricanisme en profondeur, notamment dans tous ces aspects,
que ce soit sur le continent, que ce soit dans les Amériques, que ce soit dans la zone d'Amérique du Sud, donc des zones hispanophones, lusophones. C'est bon. Revenons à nos moutons. Donc la question portait sur justement l'organe de propagande, si je peux m'exprimer ainsi, que Cabral lance en même temps que le mouvement de libération, qui est Libertação. Je ne sais pas si je le prononce bien. On se sera attendu qu'il s'adresse directement aux Guinéens ou aux Africains qui sont dans d'autres contrées, mais il s'adresse en fait au peuple portugais. Est-ce que vous pensez que cette stratégie a été efficace? Alors, en fait, il y a plusieurs choses, c'est-à-dire que Cabral a vu à quoi ressemblait le Portugal des années 40-50, c'est-à-dire le Portugal, la métropole coloniale, comme on dit. Il a bien vu qu'il y avait un problème au niveau des libertés publiques. On était dans un régime autoritaire, dictatorial, très conservateur, très réactionnaire, et que la décolonisation des colonies allait nécessairement entraîner aussi, comment dire, une ouverture au niveau du centre. C'est-à-dire qu'il faut agir à deux niveaux. Il faut agir dans la périphérie et il faut agir sur le centre pour desserrer les taux, pour créer des failles et aussi pour avoir du soutien. Je le dis très clairement parce que vous avez des militants pro-PAIGC, cabralistes, qui dans les années 60, en France ou en Allemagne, ont notamment saboté, je dis bien saboté, du matériel militaire qui était à destination des armées coloniales portugaises. Je dis bien, il y avait des militants en France et en Allemagne qui allaient saboter les chars, les trucs, etc., tous ces trucs-là, qui étaient à destination de l'armée coloniale portugaise. Et donc ça se faisait dans les années 60. Aujourd'hui, bon, c'est plus tellement le cas. On essaie de faire des appels anti-guerre, etc. Mais cette logique même de mettre des grains de sable dans l'appareil industriel militaire occidental n'existe plus tellement. Mais à l'époque, c'était possible parce qu'il y avait des luttes au niveau également du centre sur ces questions-là. Il y avait, voilà. Deuxièmement, il y a un travail d'information. Parce que tant que vous restez prisonnier de la propagande coloniale, vous n'avez pas la possibilité, je dirais, de faire entendre votre voix et votre position. Et donc, en s'adressant au peuple portugais, c'était couper l'herbe sous le pied à tout ce qu'on entend aujourd'hui, par exemple, dans le rapport entre la France et les Africains, l'histoire du sentiment anti-français. Voilà, c'était pour éviter précisément que Lisbonne dise: ah ben vous voyez, ces gens d'Angola, Guinée-Bissau, ils sont anti-portugais, etc. Donc c'est quelque chose de très intelligent parce qu'il sait comment fonctionne la propagande, il sait qu'on va faire passer le PAIGC pour des terroristes. Et donc plutôt que d'attendre que Lisbonne développe cette propagande, eh bien on va les prendre à revers et développer nous-mêmes notre média, notre voix à destination des populations portugaises. L'un des enjeux aussi, c'était d'amener des Portugais à se dissocier, à prendre leur distance vis-à-vis du régime militaire colonial portugais. Et d'une certaine manière, ça va marcher puisque la révolution des œillets qui intervient en avril 1974 parachève ou accélère ou conclut la décolonisation de l'empire colonial portugais et il montre dans quelle mesure le travail de Cabral a pu avoir, je dirais, de l'impact, de l'influence, bon, pas non plus forcément décisive, mais en tout cas une influence sur la population portugaise. Ensuite, il y a aussi une communication, par exemple Cabral, avec les autres dirigeants comme Agostinho Neto pour l'Angola et celui aussi du Mozambique, ont rencontré le pape. Et le Portugal est un pays très catholique. Et on sait que jusqu'au bout, les autorités portugaises ont tout fait pour court-circuiter l'agenda du pape pour que le pape ne puisse
pas rencontré les leaders des colonies portugaises. Parce qu'évidemment, quand vous avez une population qui est très majoritairement catholique, donc qui se reconnaît en la papauté, etc., tout ça, que vous voyez ceux que votre gouvernement présente comme des terroristes et qu'il combat, que vous les voyez avec le pape, ben, vous comprenez un peu bien ce que ça joue en termes de, comment dire, de dissociation. Et donc ces stratégies, si vous voulez, c'est un peu prendre à revers ceux qui nous disent: «Oui, mais vous, heu, les panafricains, comment vous allez faire avec ceux qui sont musulmans, ceux qui sont chrétiens et cetera? S'il y a la guerre, comment vous allez faire?» et cetera. Tout ça, en fait, Cabral, lui, il a retourné le truc à l'envers en disant: «Beh, voilà, nous, on va plutôt l'utiliser, en fait, comme une force, comme une stratégie géopolitique, pour justement, amener le peuple portugais, à travers justement cette rencontre avec le pape, à se positionner la question de: «Est-ce qu'on suit l'autorité entre guillemets, socio-culturo-religieuse qu'est le pape, la tradition, valeurs et cetera, tout ça? Ou est-ce qu'on reste sur notre gouvernement qui, prétend combattre ces gens que le pape reçoit?» Et c'est quelque chose qui est très intéressant. Bon, d'ailleurs, Cabral dira plus tard aussi à Alger, parce qu'il a beaucoup aussi compté sur l'Algérie, que les chrétiens vont au Vatican, les musulmans vont à la Mecque et les révolutionnaires vont à Alger. Et donc, lui, c'est en fait une utilisation révolutionnaire des outils de propagande de l'époque. Donc, il y avait effectivement ce journal, il y avait aussi des radios clandestines. D'ailleurs, dès les années 50, il anime une radio à destination du peuple parce que la radio est l'outil révolutionnaire par excellence. C'est pas les TikTok, les Instagram, etc. Ça reste encore aujourd'hui la radio qui va le plus loin dans les campagnes, dans les coins les plus reculés, et qui permet de faire passer le message dans les langues locales, qui permet aussi d'éduquer. Et c'est aussi par les radios que le christianisme, l'islam, etc., que tous ces éléments-là se sont développés. Donc il a compris l'enjeu euh, de mener la bataille de la communication, de la bonne communication, et de faire en sorte que le peuple portugais reçoive le message du PIGC en version originale. Et d'ailleurs, Cabral aussi, bon, il parlait anglais, il parlait français. Enfin, c'est quelqu'un qui a vraiment, c'est quelqu'un de très intelligent et qui a compris que, certes, il faut mener une guerre, on va dire, au bazooka, mais il faut en même temps faire dans la dentelle euh, pour précisément toucher la cible. Voilà. Le micro est coupé. Ah, le micro va nous goder, le micro est coupé. Autant pour moi, autant pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quelqu'un a dit que c'était digne d'un film d'espionnage. Ah bah, En tout c'est cas, exactement ça. Ils avaient des pseudos, ils voyageaient clandestinement. Vous avez aussi pour la révolution africaine de Frantz Fanon, il raconte comment il a échappé à des détournements d'avion. Il a raté un avion, puis il a appris que l'avion dans lequel les gens pensaient qu'il était a été détourné sur Abidjan. Enfin, c'est vraiment d'autres dirigeants. Enfin, il y a vraiment une histoire très, très passionnante, oui, justement, de l'intelligence, de la surveillance, de l'infiltration, dont on gagnerait, je pense, beaucoup à apprendre aujourd'hui euh, pour mieux comprendre dans quoi on évolue. merci pour ces précisions. Nous en arrivons à la dernière. Euh, Concernant l'héritage panafricain de Cabral, selon vous, comment pensez-vous que nous puissions en tout cas mettre cette mémoire-là, cette riche mémoire au service de nos luttes actuelles? Ben, euh, Moi, ce que je retiens de Cabral, c'est que c'est quelqu'un qui a beaucoup misé sur l'éducation populaire, à savoir que le premier acte de libération, ben, c'est de créer des écoles. Euh, c'est vraiment de donner les moyens au peuple de prendre en main son destin. Donc, je pense que la question de l'éducation
est essentiel. Alors, dans l'éducation, il y avait tout, c'est-à-dire qu'il y avait effectivement des cours d'alphabétisation, puis il y avait aussi des cours d'autodéfense pour apprendre à se défendre, parce que se défendre fait partie de l'éducation. Alors, se défendre à la fois par la rhétorique, mais également se défendre physiquement. Euh, donc, c'est quelque chose qu'on peut effectivement remettre en avant, mais qui correspond aussi à toute une période des mouvements de libération qui s'inscrivaient dans des rapports de force. Ensuite, l'élément, je pense, le plus important et intéressant, c'est l'internationalisme. Donc, Cabral a été à un moment le centre, hein, lorsqu'il va à la Havane pour la tricontinentale, donc conférence Afrique, Asie, Amérique, à Cuba en janvier 66, qui fait son fameux discours sur l'arme de la théorie, où il montre vraiment cette logique de penser un Sud qui combat et de penser aussi des mouvements de libération qui libèrent en combattant et en éduquant. Donc pour moi, c'est vraiment ces deux piliers, éduquer et libérer. Voilà, et puis aussi, bon, je ne vais pas dire toutes les analyses qu'il nous a laissées également sur les modes de production, sur l'organisation sociale, sur les enjeux de théorie autour comment dire, de l'impérialisme. Je pense qu'on en a beaucoup à tirer aujourd'hui. Euh, Encore une fois, je recommande vraiment aux uns et aux autres le petit ouvrage du CETIM, hein, les 96 pages, et puis aussi celui de des éditions Premier Matin de Novembre, parce qu'il y a des éléments de quintessence, et c'est à partir de ces documents-là qu'on devrait retravailler la formation de nos militants associatifs, nos militants politiques, nos, entre guillemets, leaders, et aussi voir dans quelle mesure ces travaux pourraient aussi donner lieu à d'autres types de travaux. Dans les références, vous avez aussi un chapitre dans le livre de Seyd Bouamama sur les figures de la Révolution africaine, dont Cabral fait d'ailleurs la couverture, qui le relie un peu aux autres figures de l'époque. Donc c'est un peu cette constellation qui me semble important de mettre en avant aujourd'hui, et je ne vais pas dire de la calquer sur la carte du monde ou sur la carte des enjeux géopolitiques d'aujourd'hui, mais voir un peu comment on pourrait s'y appuyer, comment Cabral pensait la question environnementale et sécuritaire en même temps. Je pense qu'au regard de ce qui se passe aujourd'hui dans le Sahel, on aurait beaucoup à apprendre justement de cette approche-là. Des pays très particuliers comme l'Algérie, comme l'Angola, comme l'Afrique du Sud, peut-être même aussi l'Éthiopie, aurait sans doute aussi à apprendre de la manière dont Cabral a développé une diplomatie de guérilla, euh, parce que ce sont des enjeux aussi importants. On a besoin que nos diplomates soient aussi des combattants, des guérilleros, comme l'étaient à l'époque aussi les diplomates cubains ou vietnamiens. Un grand merci en tout cas pour tous ces points, toutes ces questions-là. Voilà, il y en avait quelques-unes. Il y avait énormément de questions. Merci en tout cas d'avoir à chaque fois été en profondeur. Merci en tout cas, mille merci à vous pour, cette conférence. Merci au CETIM. Nous n'en avons pas encore fini. Nous n'avons pas encore fini, donc ne partez pas. Euh, Nous profitons en tout cas de cette tribune pour vous partager l'actualité de, de la Ligue panafricaine, hein. Vous savez qu'au sein de la Ligue, ce sont des jeunes, mais aussi des vieux, mais énormément de jeunes qui travaillent à faire en sorte que le panafricanisme soit, soit connu, soit promu sous son meilleur jour, de faire en sorte d'organiser des événements, de produire aussi du contenu. Et à ce sujet, la Ligue a produit son magazine, son propre magazine qui est le Pan-African, qui a été relancé cette année. Euh, les, les membres de la Ligue panafricaine, en tout cas, ont mis le pied à l'étrier pour vous produire quelque chose de brillant, voilà, de beau et en même temps. N'hésitez pas, en tout cas, vous pouvez contacter la Ligue à l'adresse qui se trouve dans le chat pour demander, en tout cas, votre panafricaine et demander aussi votre newsletter parce qu'effectivement, la Ligue produit aussi une newsletter mensuelle
en tout cas informer le public, les membres en interne, que ce soit en interne et aussi en externe, de l'actualité de la Ligue panafricaine UMOJA. Mais aussi, le plus important, ce sont les événements qui sont organisés. La semaine prochaine, pardon, le week-end prochain, c'est-à-dire ce samedi à Grenoble, on a l'événement sur Cheikh Anta Diop. Pardon, on me dit Lyon. Autant pour moi, Lyon. Lyon, l'événement sur Cheikh Anta Diop. Il y a aussi, je vais lire, ça va être plus simple, hein, voilà. Il y a aussi le club Griot, qui est un club d'éloquence qui est organisé en partenariat avec l'AMECAS, l'association étudiante de la Sorbonne, qui organise chaque mois un club d'éloquence. En tout cas, je vous invite à participer. N'hésitez pas à envoyer un mail à l'adresse mail qui est dans le chat. Ensuite, voilà, c'est tout, hein. Si Monsieur Hamzat veut dire quelque chose avant qu'on ne passe aux questions-réponses. Non, je pense que l'essentiel du calendrier a été indiqué. Vous avez nos pages Facebook et de la LPU et du CETIM sur lesquelles aussi vous avez pas mal d'actualités que vous pouvez suivre. Voilà. Voilà. Pour le petit livret éducatif sur Cabral, vous avez également dans le chat le lien du CETIM pour pouvoir vous le procurer. Voilà, il a 8,50 €. Je pense que c'est donné, hein. C'est le prix d'un grec. Donc, je pense que vous pouvez vous le procurer. N'hésitez pas, en tout cas, que ce soit pour vous ou pour vos enfants. Je vais prendre, si Mélik veut dire quelque chose, sinon on va passer aux questions-réponses. Non, non, à ce stade, non. Passons aux questions. En tout cas, merci beaucoup, Hamzat. C'est toujours un plaisir de l'entendre. On peut l'écouter pendant des jours et des semaines, hein. Merci d'avoir partagé son savoir et puis ses analyses. C'est toujours passionnant. Voilà. On passe aux questions tout de suite et merci encore. Ça marche. On a une question qui nous vient de Sabrina qui nous dit la lutte contre l'extra-activisme colonial est présent depuis plusieurs siècles en Amérique du Sud. Pensez-vous que Cabral s'est également inspiré de la lutte sud-américaine, notamment au Brésil ou autres pays voisins colonisés par l'Espagne? La question au professeur Hamzat. Oui, alors très rapidement, lorsqu'il était à Lisbonne, il a lu des ouvrages de révolutionnaires brésiliens, il a lu de la sociologie politique brésilienne qui a, alors je suis pas certain qu'à l'époque c'était très précis et très développé sur les questions d'extractivisme, mais en tout cas qui a abordé un minimum, je pense, ces questions de développement agricole. euh, En lien avec le cas du Brésil, donc qui est encore un cas différent. Mais en tout cas, il a lu vraiment tous ces éléments-là sur les questions de collectivisme, de révolution agricole, etc. Donc, il avait cette connaissance-là. Après, la particularité de Cabral, c'est qu'il est quand même parti ensuite de la réalité de son terrain. Donc, lorsqu'il retourne en Guinée-Bissau, il en parle aussi dans la notion de suicide de classe, il opère une réafricanisation. C'est-à-dire que lorsqu'on vient se former en Occident, en France, en Angleterre, en Belgique, au Portugal, aux États-Unis, ben, on s'occidentalise d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire qu'on prend un savoir, on consomme une culture, un mode de vie, etc. Et lui, dans le suicide de classe, il disait que ben, lorsqu'on retourne sur le continent, ben, il faut qu'on ait un processus de réafricanisation et du coup qu'on mette, je dirais, les théories qu'on a apprises à l'extérieur de l'Afrique à l'épreuve de la réalité africaine. Et donc ça aussi, c'est quelque chose qui est très important puisque, bon, évidemment, même si il y a des théories qu'on peut calquer et dupliquer, on n'est pas dans les mêmes situations. La place du Brésil dans l'économie capitaliste mondiale ou dans le système monde,
n'est pas du tout la même que celle de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes espaces ou les mêmes sociologies, mais il avait quand même des éléments à ce niveau-là. Mhm. On a une autre question de Jérôme. Euh, lors d'une rencontre avec le Tché, lors de sa tournée en Afrique, Cabral met en place une collaboration avec Cuba afin de nourrir le mouvement de l'indépendance. Euh, Comme cela s'est produit avec le Burkina de Sankara, un groupe d'enfants bissau-guinéens, avec la participation du Cap-Vert, sont partis étudier à Cuba euh, et revenir pour se mettre au service de leur pays. Pouvez-vous commenter cette histoire méconnue et savez-vous si où l'on peut se documenter à ce sujet? Alors, bon, moi, je connais pas précisément l'histoire de ces enfants. Bon, je sais que dans un autre contexte, par exemple, il y a un film qui s'appelle Les orphelins de Sankara sur justement des enfants du Burkina Faso qui sont partis à Cuba sur la Isla de la Juventud, dans justement ce que Cuba organisait pour faire venir des jeunesses des pays socialistes, notamment africains, mais du monde entier. Donc je pense qu'effectivement, dans les années 60, c'était le cas pour des jeunesses de Guinée-Bissau et du Cap-Vert. Après, j'ai pas d'éléments précis, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça rentrait vraiment dans une tradition du, enfin, de la révolution cubaine, quoi, de fédérer des jeunesses socialistes internationales euh, dans ce contexte-là. Puis après, il y a eu évidemment aussi des formations, des accords qui ont été mises en place dans les années 60 en termes de formation. Mais après, je n'ai pas de source d'éléments précis. Il y a peut-être un film ou un documentaire qui en parle, parce que c'est quand même des sujets qui appellent à ce type de production. Donc, si j'en trouve un, j'en parle. Mhm. Excellent. Une question de Jaros. Quelle était la position de Cabral sur le foncier et la question de la propriété privée? Était-il pour une étatisation des terres ou plutôt une suppression du droit foncier colonial et coutumier, comme Sankara? Ben, c'est en fait Cabral sur la question du foncier. Il n'est pas sur le principe de la propriété privée parce que déjà le principe de la propriété privée, c'est celui qui a été imposé par le système colonial, c'est-à-dire qu'on avait une majorité des terres qui appartenaient à quelques... En fait, il faut dissocier. Au niveau de l'Angola et du Mozambique, on a des colonies de peuplement, c'est-à-dire qu'en Angola et au Mozambique, on a des Portugais, euh, quelques centaines de milliers, dizaines de milliers qui se sont installés et qui, un peu comme en Algérie, un peu comme en Afrique du Sud, un peu comme au Kenya, disposaient vraiment du foncier et des meilleures terres. Et donc là, la question de la redistribution des terres était un des enjeux des révolutions et des luttes de libération, aussi au Zimbabwe, par exemple. Dans le cas de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, on a une présence de peuplement colonial beaucoup moins importante, qui est principalement limitée à des fonctionnaires et des administrateurs ou des forces de sécurité, ce qui fait que le foncier n'a pas été touché de la même manière. Et donc, on est encore dans des systèmes où le foncier se gère du point de vue communautaire, se gère au niveau des familles ou des clans. Et la position de Cabral, c'était beaucoup plus sur comment repenser les, la nature des productions, comment repenser la culture vivrière, parce que il y avait le riz, l'arachide et le maïs. L'arachide était la culture d'exportation qui s'inscrivait notamment dans comment dire, dans le principe colonial, c'est-à-dire que les cultivateurs étaient obligés de produire de l'arachide qui était exporté avec un prix taxé et qui rendait dépendant en fait le marché, l'économie locale à la production d'arachide. Et le riz, en revanche, était le produit de consommation et d'alimentation numéro un de la population. Et donc, en fait, il y avait un conflit entre l'arachide, qui n'est pas le produit numéro un d'alimentation, mais qui rapporte de l'argent au système colonial,
et le riz, qui lui est le produit d'alimentation de la population, à travers le fait que l'un des enjeux, c'était comment dire, gérer la question de la production d'arachide, où soit on augmentait le rendement de la culture de l'arachide, soit on étendait la surface sur laquelle l'arachide était produite. Et donc, du coup, l'un des enjeux, c'est vraiment comment on pense en tant que tel une politique agricole décoloniale qui fasse en sorte que les besoins alimentaires des populations soient prioritaires par rapport à la surface agricole utile, donc par rapport à la surface disponible. Et c'est dans ce contexte-là que Cabral, il va vraiment, euh, c'est vraiment une étude minutieuse, il explique comment il faut utiliser les brûlis, la jachère, etc., comment il faut mettre telle culture sur tel sol. Donc c'est plutôt ces questions-là qui sont abordées avec vraiment une logique, comment dire, communautaire, mais dans le contexte colonial et probablement, effectivement, dans le contexte indépendantiste, ça allait rentrer dans des logiques de coopératives agricoles, un peu comme le tentait à l'époque Julius Nyerere en Tanzanie, sauf que dans le cas de la Tanzanie de Nyerere, c'est une décision d'État qui partait du sommet et que les paysans, à la base, sur le terrain, ont eu beaucoup de mal à s'approprier parce que c'était vu comme une initiative bureaucratique. Alors que Cabral, lui, c'est vraiment, on va partir de comment les familles se nourrissent, comment elles consomment, etc., pour vraiment repenser toute la réorganisation du foncier, y compris également comment dire, de la sylviculture et l'arboriculture. Donc, il explique pourquoi il faut laisser 51% au moins de la surface boisée. Donc, c'est une réflexion aussi déjà sur la question de la sécheresse. Donc, voilà, la grande muraille la grande muraille verte, les projets de Sankara, de reverdir le ciel, etc. En fait, Cabral, lui, il avait déjà compris euh, voilà les limites et ces enjeux-là. Euh, et donc, c'est vraiment une vision globale de la question de l'utilisation de nos terres, de ce qu'on met et de ce qu'on y plante, et de comment on fait de nos terres nos nourricières euh, sur sur le plan alimentaire et en même temps des outils de développement économique. Mais je pense que ça aurait été des logiques de coopératives populaires, autogérées ou des trucs comme ça, quoi. Mhm. D'autres questions? Cabral a préparé le terrain 10 ans, bon, pendant 10 ans, j'imagine, avant de passer à la lutte armée. Il a pris le temps d'analyser et de s'organiser pour mieux affûter sa stratégie. N'y a-t-il pas là de quoi s'en inspirer? Ah oui, absolument, absolument. En fait, c'est une question de plan et de planification. Euh, je pense que Cabral serait parti directement au combat. Je pense qu'il aurait été assassiné au moins 10 ans plus tôt. La particularité de Cabral, c'est qu'il a vraiment pris le temps de poser, d'analyser, d'étudier les choses. Et c'est pour ça qu'à mon niveau, je le place vraiment au-dessus de Sankara, parce que bah, déjà, il a vécu une dizaine d'années de plus que Sankara, donc il a vraiment pu vraiment poser un peu plus les choses. Il y a vraiment un socle théorique qui est beaucoup plus développé. Sankara a pratiqué, Sankara nous a laissé des discours, mais Cabral, il y a quelque chose de plus méthodique, de plus construit, où on voit vraiment où est-ce qu'il veut aller, et c'est vraiment scientifique. C'est-à-dire que la guerre qu'il mène, la guérilla qu'il mène, elle est scientifique. On voit la manière dont il a lu les travaux, les thèses révolutionnaires de Lénine, et ça montre en quoi il faut être préparé. Donc pour moi, c'est vraiment le théoricien de l'organisation révolutionnaire africaine, panafricaine, par excellence. Euh, donc ce qu'il faut analyser, c'est un peu sa méthodologie. Donc lors de la précédente séance, on avait parlé de Cheranta Diop, c'était vraiment la méthodologie de l'historien. Mais là, c'est plutôt comment, à partir de la situation des peuples, on pense justement à un mouvement révolutionnaire sur une base asymétrique, parce que c'est une guérilla qu'il a menée. Il a combattu une véritable armée, celle du Portugal et de l'OTAN, qui avait des chars, des tanks, des avions, etc., avec des armes, je ne vais pas dire rudimentaires, parce qu'il y avait le soutien soviétique, mais
Et voilà, c'est une asymétrie particulière et ça renvoie aussi à ce paradoxe d'aujourd'hui. On a des armées entre guillemets, professionnelles, étatiques, qui font face à entre guillemets, des insurrections ou des guérillas de groupes, volatiles et le fait qu'aujourd'hui les guérillas sont des guérillas prédatrices ou néocoloniales, alors qu'à l'époque, on avait des guérillas de libération, d'émancipation. Mmh, merci. On a une autre question. Mais bon, la personne n'a pas de nom, c'est pas grave. Euh, Quels étaient les liens de Cabral avec Fidel Castro et pourquoi était-il à la Continentale? Bah, il était à la tricontinentale parce que Che Guevara, bon, dans les tournées en Afrique, a croisé ou entendu parler de Castro, de Cabral. Euh, la renommée de l'action menée par Cabral et les premières victoires aussi ont mis en lumière ce qui se passait au niveau de la Guinée-Bissau, puisque en 64-65, lorsque Castro lorsqu'on se tourne vers l'Afrique du côté des Cubains, c'est effectivement vers le Congo. C'est vraiment l'idée de faire un troisième foyer au niveau du Congo, donc qui s'adjoindrait donc à l'Amérique du Sud et au Vietnam. Donc c'est un échec, hein, que Che Guevara connaît donc au Congo et donc après on cherche à trouver d'autres figures, d'autres territoires, d'autres luttes qui pourraient justement permettre de faire le lien. Et c'est dans ce contexte-là que la Guinée-Bissau et la figure de Cabral apparaissent très rapidement comme étant les plus intéressantes, les plus politiquement éduquées et les plus pertinentes pour établir la connexion. Donc Cabral va vraiment être l'invité d'honneur à cette tricontinentale. C'est vraiment lui la grande figure de l'événement. Dans un contexte où, évidemment, quelques mois plus tôt, et ça aussi c'est très important à rappeler, quelques mois plus tôt, donc 2 mois plus tôt, euh, un autre personnage qui est également dans la collection qui est très important, Mehdi Ben Barka, euh, le leader marocain, a été enlevé, éliminé en plein centre de Paris, et c'était lui qui portait vraiment aussi la dimension stratégique de la tricontinentale. Donc on est aussi dans des rendez-vous manqués, parce que la rencontre entre Ben Barka et Cabral, dans ce contexte-là, aurait sans doute été quelque chose d'exceptionnel. Voilà, on en est un peu réduit malheureusement dans notre histoire à avoir des trous de gruyère et avoir des pensées qu'on essaye aujourd'hui, je dirais, de connecter, de rajouter un peu les passerelles manquantes qui auraient dû être celles de l'époque. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a vraiment tout cet environnement-là autour de la tricontinentale. Et la position des Cubains, elle est pionnière parce qu'ils ont fait la révolution, mais des figures comme Ben Barka, comme Cabral, ne sont pas moins avancées politiquement parlant que les Cubains. Et c'est ça aussi qui est très intéressant, c'est-à-dire que ça montre aussi comment Cuba, tout en ayant été pionnier dans le contexte révolutionnaire de l'époque, se nourrit de l'expérience des luttes qui ont lieu sur les sols africains et aussi asiatiques, euh, pour quelque part tenter de régénérer, renouveler la révolution, puisque le principe à l'époque, c'est aussi celui de la révolution permanente, c'est-à-dire que si la révolution s'arrête, elle va se figer en idéologie, elle peut devenir réactionnaire, donc il faut constamment relancer la révolution, donc il faut des terrains sur lesquels porter cette révolution. Donc les colonies portugaises vont être l'un de ces terrains-là, mais c'est plus sur l'Angola que Cuba ensuite va miser, puisqu'après la question de la libération de l'Afrique du Sud va se poser. Et l'Afrique du Sud est vraiment la confrontation entre le bien et le mal. C'est vraiment là que la bataille manichéenne se pose. Et aussi, ça va être plutôt vers l'Angola et l'Afrique du Sud parce que les Cubains avaient aussi besoin d'un terrain qui les mettrait en face à face avec les Américains, puisque c'est le contexte de l'indépendance de la Namibie, de la victoire en Angola, de la chute de l'apartheid en Afrique du Sud, qui va amener les Américains à être obligés de s'asseoir pour la première fois à une même table avec des dirigeants cubains. Donc du coup, il y a vraiment plusieurs niveaux d'enjeux euh, à travers la figure de Cabral, puis à travers plus généralement la lutte des colonies portugaises qui est vraiment très importante.
Mhm. Merci. Et on va prendre une dernière question. Vous avez insisté sur la question de la terre et de la paysannerie. Ne pourrait-on pas dire autant de la mer, des plateaux continentaux et des pêcheurs? Une question de Florian. Est-ce qu'on pourrait en dire autant de la mer et de l'espace maritime, c'est C'est ça? ça. Oui, oui, je pense qu'on pourrait en dire autant. Après c'est effectivement, comment dire? C'est un point effectivement à développer, la question des espaces maritimes. C'est vrai que dans le contexte de la colonisation, je ne dis pas que c'est un angle mort des enjeux de décolonisation, mais je pense qu'on a, un gros travail de de braquage du projecteur à faire sur les espaces insulaires. D'une part parce qu'il y a effectivement une colonisation, un néocolonialisme, maritime. On a aussi des logiques sécuritaires qui passent par les espaces maritimes africains. Puis aussi on a au niveau du continent africain, des espaces insulaires qui sont encore sous domination, coloniale. On a évidemment le cas de l'occupation de Mayotte, on a la Réunion, on a, les îles Chagos, la question des Açores des Canaries qui s'inscrivent aussi dans cette géostratégie militaire américaine, et cetera. Donc on a des mers, des océans encore à libérer, effectivement, c'est un point important et dans ces espaces-là, on a aussi une prédation des fonds marins, des ressources maritimes, des ressources halieutiques. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup des méga chalutiers, japonais ou chinois ou je ne sais quoi. On peut parler aussi des déchets toxiques déversés, dans nos mers, et de la manière dont les pays africains vendent ou bradent, leur droit à la pollution, maritime. Donc tout ça, c'est des enjeux, je pense, essentiels, heu, sur lesquels il faudrait effectivement qu'on puisse travailler la décolonisation du droit maritime, sachant que ce droit maritime-là s'inscrit en partie en continuité, du droit, colonial, notamment esclavagiste, qui a été pensé dès, 15e, 16e, 17e siècle et que c'est par les mers que beaucoup de choses, ce sont, des mers MERS, que beaucoup de dominations se sont pensées. Donc les questions de thalassocratie, les questions, d'empire maritime, tous ces points-là effectivement méritent réflexion et puis aussi dans la logique d'un archipel comme le Cap-Vert, là aussi ça pose aussi des enjeux de connexion et de reconnexion à la fois avec le continent et aussi avec la Caraïbe, hein, puisque comme on dit, il y a une continuité entre ces îles africaines et les îles de la Caraïbe. Mhm. Merci, merci, merci en tout cas pour cette conférence. Avant de vous passer la parole pour le mot de la fin, il y a Marie-France qui demande est-ce que on peut avoir les enregistrements des conférences afin de les partager sur nos réseaux? On va peut-être en parler, hors, caméra, oui, Voilà, je rappelle que Marie-France est du CETIM, hein, donc ce sera hors caméra. Et bien sûr, si vous voulez consulter l'actualité du CETIM, vous allez sur le site internet www.cetim.ch. Vous pourrez ainsi avoir l'actualité, les produits, notamment le livre sur Amilcar Cabral, hein. C'est un petit format qui se lit facilement à 8,50 €. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur la LPU, nous sommes sur Facebook LPU Umoja France, sur Instagram LPU France. Et bien sûr, si vous voulez nous contacter via mail, vous pouvez nous contacter à ligue.panafricaine.umoja@gmail.com. Dr Hamzat et Monsieur Melik pour le mot de la fin. Les mots de la fin. Je ne vais pas rouvrir encore le débat, juste peut-être avec votre permission, je prendrai encore 2 minutes parce que Hamzat, il a vraiment insisté sur la connaissance de Cabral, de l'agriculture et de la paysannerie. Donc disons que avant l'heure, il avait compris
ce que c'était la souveraineté alimentaire, l'importance de la paysannerie à l'époque, comme, disons, toujours l'alimentation est principale pour tout un chacun, et aujourd'hui, ça devient de plus en plus crucial, puisque avec l'agro-business, l'agro-industrie, le système dominant essaye d'éliminer la paysannerie. Donc, comme c'est arrivé en Europe pratiquement, quoi, il ne reste que encore des poches de la paysannerie, et puis l'agriculture et la production alimentaire est dominée par l'agro-business. Donc, sur ce chapitre-là, le CETIM a travaillé pendant pratiquement 2 décennies avec le mouvement paysan qui s'appelle la Via Campesina, pour qui donc, la souveraineté alimentaire est un étendard, qui a réussi à fédérer donc, à la fois les pêcheurs, les éleveurs, les travailleurs agricoles, etc. Et puis nous avons travaillé pendant presque 2 décennies au sein de l'ONU pour obtenir une déclaration sur les droits des paysans. Donc nous avons fait une publication pour présenter un peu les enjeux, l'importance de cet outil dans la lutte au quotidien donc, pour le mouvement. Voilà, c'est ce livre, je ne sais pas si vous allez à voir. Donc, c'était important vraiment de peut-être insister donc, sur cet aspect, à la fois pour nourrir l'humanité, à la fois pour la diversité, à la fois pour la préservation de l'environnement. Donc, c'est un enjeu encore peut-être plus crucial aujourd'hui qu'hier. Je voulais vraiment souligner cela et remercier encore une fois Hamzat. Et comme je disais tout à l'heure, on peut l'écouter vraiment pendant des heures et des jours sans se lasser. Et merci encore Hamzat pour avoir partagé avec nous ton savoir et tes analyses. Et puis j'aimerais rappeler peut-être donc le 16 mars, Hamzat va nous parler de Patrice Lumumba, et le 27 avril de Kwame Nkrumah pour clore cette série de cycles de conférences. Donc pour des personnes qui nous écoutent ou qui ne peuvent pas assister à toutes les conférences, donc comme Panacodé a souligné, donc ces conférences sont enregistrées. Regardez ces conférences, écoutez Hamzat qui vraiment qui nous parle de manière aussi accessible et de manière vraiment très très claire, et c'est passionnant. Et merci encore aussi à nos amis de la Ligue panafricaine Umoja, et nous nous retrouvons le 16 mars. Voilà, je vous salue et bonne soirée à toutes et à tous. Merci. Alors, moi, juste pour terminer, ce que je peux recommander déjà, c'est vraiment de regarder la documentation et le travail fait par le CETIM. Voilà, il y a vraiment il y a un travail dans la durée qui a été fait sur ces questions qui est important, questions de lutte sociale et de lutte paysanne, et qui rejoint, je dirais, des choix qui sont à faire, qui ont été faits au moment des indépendances, où on avait le choix entre faire la révolution et le laisser aller. Et Cabral lui-même le disait qu'il ne faut pas se laisser aller. Lorsqu'il dit de ne pas crier trop vite victoire, c'est par rapport au fait que après les indépendances, on s'est laissé aller. Et il expliquait très clairement que le fait de se laisser aller allait aboutir à la constitution, il le disait déjà dans les années 60-70, de ce qu'on appelle la solution des classes moyennes. Et que lorsqu'on se laisse aller à la solution des classes moyennes, on est finalement gouverné par des élites qui, comment dire, qui prennent en réalité, je dirais, qui bradent notre indépendance au profit d'autres intérêts. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas se laisser aller, il faut rester constamment vigilant, il faut rester constamment alerte, il faut travailler, comme on dit, la révolution, un travail de tous les jours, il faut remettre chaque jour son travail sur le tas. Et c'est en ça que Cabral
justement se reconnaît dans la figure de l'agriculteur ou de l'agricultrice qui chaque matin, midi, soir, doit travailler, surveiller son champ avec évidemment une approche scientifique. Donc c'est quelqu'un qui a combattu les visées réactionnaires, conservatrices, des fantasmes, des traditions qui n'avaient plus lieu d'être en Afrique, ou des formes de superstition n'avaient plus lieu d'être, et qui a vraiment dit qu'il ne faut pas se laisser aller. Donc c'est une certaine exigence. On a pris des figures qui sont toutes dans cette exigence-là, et ça me semble important de laisser ce conseil-là aux personnes qui nous écoutent, qui sont là autour de nous et qui pourront également parler autour d'elles de Cabral. Donc merci aussi beaucoup à Vano Godet pour l'échange. On a délibérément choisi d'avoir des conférences échanges questions-réponses parce que ça permet plus d'interaction. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, on se retrouvera le 16 mars pour parler d'une autre figure importante, Patrice Lumumba. Exactement. Et aussi le 17 mars à Grenoble, il ne faut pas l'oublier. Et le 17 mars à Grenoble pour parler de la question des réparations. Effectivement. Voilà. Et le 28 pour le prochain café Umoja. Donc, n'hésitez pas à contacter la Ligue panafricaine et à contacter le CETIM pour justement vous informer de leur actualité. Voilà. Merci. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée à tous et merci pour votre participation. À bientôt. Merci à vous pour ce live passionnant. À bientôt. À bientôt.